Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous rencontrer et surtout de vous voir aussi nombreux. J'ai un seul regret, c'est de ne pas pouvoir rester déchaussé parce qu'après la séance qui vient de se passer, la tentation était forte et comme je n'ai jamais eu cette possibilité que de présenter pieds nus, écoutez, on va y penser pour l'année prochaine. Là, je ne vais pas me déchausser maintenant, ce serait inconvenant devant vous. Je vais plutôt vous parler du dépistage. Quelle place pour le dépistage dans l'hypercholestérolémie familiale? On a tendance à dire que la place est essentielle, et puis c'est terminé, et on passe à la présentation suivante. Mais j'ai quand même essayé de vous donner quelques éléments pour justifier du fait qu'on doit considérer que le dépistage est une question centrale. Vous le savez, ça vous a déjà été largement dit, et vous connaissez fort bien ce sujet-là, mais la chef, on va l'appeler comme ça pour faire plus simple, est une des plus fréquentes des maladies génétiques. Alors vous savez qu'il y a un débat sur sa prévalence pour les formes hétérozygotes, un cas sur 250, un cas sur 300. Alors rapporté à la population française, effectivement, on peut discuter du nombre, mais il y a probablement de l'ordre de 200 000 personnes qui sont porteuses de cette maladie, alors que la forme homozygote est une forme qui est tout à fait exceptionnelle, mais là aussi, dont l'incidence a été revue, et il y en a probablement plus qu'un cas sur 1 million, qui étaient les chiffres qui étaient cités antérieurement, probablement un cas entre 300 000 et 160 000. Donc ce n'est pas une maladie rare. Et c'est une maladie qui est, malheureusement, vous le savez bien, grave à moyen et long terme en fonction de l'importance de l'hypercholestérolémie et l'élévation du LDL. Et malheureusement, et tout particulièrement en France, elle est insuffisamment diagnostiquée et de ce fait insuffisamment traitée en population générale. À partir du moment où on sait que le diagnostic, et j'y reviendrai un peu plus en détail, est quelque chose de simple, au moins si on considère le bilan lipidique, le AL, l'exploration des anomalies lipidiques que votre médecin traitant peut facilement demander, qui permet le calcul du LDL. On parlera après de ce qui concerne les tests génétiques, mais cette simple prise de sang est tout à fait aisée à faire. Eh bien, il faut la faire, et il faut la faire de manière la plus adaptée possible pour pouvoir prendre en charge les patients le plus précocement possible. Et ceci vous rappelle, à partir d'une publication de 2015, qu'en fonction du fait que vous êtes homozygote, hétérozygote ou sujet ne présentant pas ce type d'hypercholestérolémie familiale, eh bien l'âge auquel vous risquez de faire votre premier accident coronarien va passer de 20 ans à 70 ans, et donc le risque cardiovasculaire est majeur. Donc, comment est-ce qu'on peut dépister? Alors oui, en faisant certes une prise de sang chez les gens qui en ont besoin. Sauf que cette question n'est pas forcément simple. Et qu'elle est fort débattue dans la communauté scientifique. Si on considère par exemple le point de vue des pédiatres qui s'occupent donc des enfants ou ceux des médecins adultes, bien, les collègues qui sont ici présents et qui ont participé par exemple à l'élaboration des recommandations savent qu'il y a des vraies discussions sur la meilleure façon d'aborder les choses, et je vais y revenir. La question est en particulier de savoir si on doit faire un dépistage ciblé en se donnant des arguments spécifiques pour repérer au mieux les gens qui vont réellement bénéficier de ce test, ou bien qu'on doit dépister dans la population générale sur des intervalles d'âge, par exemple, qu'on a prédéterminés. Donc c'est un débat. Alors, pour alimenter ce débat, il y a des scientifiques qui se posent des questions. Et je dois aussi remercier le professeur David Walt, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est éminent cardiologue britannique, qui a beaucoup réfléchi à cette question. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est les tranches d'âge pour lesquelles il est le plus pertinent de faire un dosage de cholestérol. Alors je n'irai pas du tout dans le détail de la méthodologie qu'il a utilisée, mais il a pu déterminer, sur la base d'études faites sur des cohortes de patients de différentes tranches d'âge, que c'était la tranche de 1 à 9 ans qui était la plus pertinente pour pouvoir faire un dépistage, si on l'envisage, dans des populations pédiatriques, par exemple.
Alors qu'est-ce qu'on a décidé en France, et ceci a fait l'objet de nombreux débats d'experts, c'est d'utiliser la technique du dépistage dit en cascade, ou cascade screening en anglais. C'est-à-dire d'identifier les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale par un dépistage justement familial. Donc on va se cibler sur cette démarche-là parce que ceux qui ont fait ce choix-là ont considéré que c'était moins coûteux et plus efficient qu'un dépistage systématique dans une très large population et que donc on doit fortement l'encourager chez tous les patients, d'une part chez lesquels bien évidemment on suspecte une hypercholestérolémie, mais aussi chez les patients proches, donc au premier degré de la famille de ceux qui sont déjà diagnostiqués. Comme je vous l'ai dit, c'est une procédure qui est simple puisqu'elle nécessite au minimum un bilan lipidique, et puis bien évidemment, quand cela est possible, la réalisation d'un bilan génétique dans le cas où la mutation a été identifiée pour le cas initial. Et il y a 5 centres en France qui sont susceptibles de faire ces évaluations génétiques. Donc il y a certains éminents collègues présents ici qui sont dans ces centres, et puis quand on ne fait pas partie de ces centres, comme c'est mon cas à Reims, eh bien on les envoie qui à Paris, qui à Lyon, qui à Lille. Alors, on peut s'aider justement pour affiner cette démarche diagnostique sur un certain nombre de scores qui vont définir la probabilité d'obtenir un résultat positif dans le dépistage de l'hypercholestérolémie. Et celui que nous utilisons le plus fréquemment est issu des démarches de nos collègues hollandais, Dutch hollandais, Lipid Clinic. Donc ceux qui travaillent sur le dépistage en Hollande, où grâce à un investissement très fort de l'État hollandais, on est passé d'un niveau de dépistage qui était inférieur à 10% à un chiffre qui est supérieur à 70%. C'est le plus important en Europe, et comme les Norvégiens ont aussi réussi à le faire. Mais il y a eu une décision politique pour ce faire. Et donc ce score a été établi par nos collègues hollandais. Vous voyez que le principe, c'est de coter toute une série d'informations cliniques qu'on va obtenir tout simplement en interrogeant les patients concernant les antécédents familiaux, l'existence ou non d'une maladie coronarienne ou vasculaire chez des parents du premier degré, survenant dans un jeune âge, une ou des valeurs de LDL connues comme étant élevées chez les membres de la famille, etc. Je ne vais pas vous faire le listing exhaustif, vous le voyez ici, mais chaque paramètre, qu'il soit familial ou personnel, j'ai fait un infarctus de manière précoce, par exemple, ou j'ai une maladie artérielle évolutive, qu'on appelle une artériopathie des membres inférieurs, l'existence de signes cliniques, vous savez, l'arc cornéen, le dépôt xanthomateux, de couleur beurre frais qu'on peut avoir autour des yeux, ou l'exanthome. Tout cela fait l'objet d'une cotation, au même titre, bien évidemment, que le niveau de LDL cholestérol, qui, évidemment, vous l'imaginez, quand il est très élevé, va être affecté d'un coefficient important. Si j'ai plus de 3,30 g, ce qui est un niveau très élevé de LDL cholestérol, bien évidemment, la probabilité que j'ai une hypercholestérolémie, bon, elle est de 100%, mais familiale, elle est très forte également. Donc à partir de là, vous faites une sommation de ces critères, et vous définissez une probabilité de diagnostic de la maladie. Certains, si le score est supérieur à 8, et vous voyez par exemple, qui est figuré en bas, que si vous avez fait un test génétique, bien évidemment, vous avez une réponse oui, non sur l'existence d'une mutation qui peut être causale de l'hypercholestérolémie, et vous pourrez donc avoir une probabilité, si vous n'avez pas fait le test génétique, de l'atteinte de la maladie, et donc justifier d'autant plus de ce test génétique. Donc, pourquoi le diagnostic génétique est utile par ailleurs ? Parce qu'il a un gros impact sur la prise en charge globale de la maladie. Bien sûr, il va permettre de confirmer la maladie, hein, si on avait uniquement des critères cliniques pour les scores certains, ou de l'affirmer pour les scores probables. Bien sûr, il impacte également le pronostic, parce qu'on sait que les patients qui ont une anomalie, une mutation génétique identifiée, ont un risque coronarien qui est plus élevé. Donc on va être d'autant plus volontaire pour dépister des anomalies coronariennes et les prévenir. Et puis, il a un impact sur la prise en charge thérapeutique pour le patient, l'individu, parce que bien évidemment, on va le traiter de manière énergique,
mais également pour ses descendants, parce qu'à partir du moment où on a dépisté l'individu, en cascade, on va, chez les proches de la famille, en utilisant ces questionnaires simples, repérer les sujets qui sont à risque de présenter la maladie, et on va les traiter le plus précocement possible. Alors ça, c'est le cascade screening, c'est dépistage en cascade, pardon. La démarche, je dirais, franco-française, elle est faite dans bien d'autres pays. Sauf que il y a d'autres démarches qui peuvent être proposées. Et je reviens donc à David Wald, qui a publié dans un des grands journaux que nous médecins lisons régulièrement et dans lequel on rêve de pouvoir publier régulièrement, qui est le New England Journal, il y a moins d'un an, une proposition de dépistage particulière qui n'est pas tout à fait celle que j'évoquais tout à l'heure. Alors vous voyez ce qui est écrit, Child Parent Familial Hypercholestérolémia Screening in Primary Care, c'est-à-dire que l'idée c'est comment on peut faire en utilisant les petits-enfants et le couple parental qui l'accompagne pour faire un diagnostic le plus précoce possible. Et il s'est efforcé, et vous voyez que ça a déclenché des réactions importantes dans la presse médicale, mais pas seulement. Il a proposé que ce dépistage soit fait au moment des vaccinations, en effectuant un prélèvement au niveau du talon du petit enfant qui vient se faire vacciner, et en réalisant dans le même temps, dès lors que les valeurs de cholestérol étaient élevées, un dosage chez ces deux parents, combiné à un test génétique utilisant une petite puce dans lequel la majorité, mais pas toutes, c'est d'ailleurs un des éléments du débat pour ceux qui proposent ce genre d'études, était évaluée. Donc on avait chez le couple enfant, petit et parent, à la fois une valeur de cholestérol et d'autre part un test génétique. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous développer cette publication qui est assez complexe dans sa lecture, mais dont le message est relativement simple, c'est que d'une part, lorsque les médecins proposaient, en l'occurrence des cardiologues d'adultes, à des parents de faire ce test tout simple finalement, puisque c'est un petit prélèvement sur le talon, aux petits-enfants donc qui avaient de l'ordre de 1 an au moment des vaccinations, d'abord ils l'acceptaient très largement. Parce que ça c'est un débat. Les parents n'acceptent pas tout pour leurs enfants et ils ont raison de réfléchir. Là, 94% des plus de 11 000 personnes qui ont été consultées l'ont accepté. Et à partir de là, pour 1000 personnes explorées, on trouvait 8 personnes qui étaient dépistées, 4 enfants et 4 parents, comme porteurs d'une mutation responsable d'une hypercholestérolémie familiale. Et à partir de là, 90% des parents qui ont été diagnostiqués à cette occasion-là ont pu débuter un traitement par statine. Et bien évidemment, dès lors que les anomalies étaient repérées chez les petits-enfants, on pouvait les surveiller et envisager un peu plus tardivement, parce que vous le savez, on ne peut pas débuter un traitement par statine à l'âge de 1 an, chez les enfants chez lesquels on a fait ce diagnostic précoce. Et vous voyez que cette stratégie-là n'est pas la même que le dépistage en cascade que j'ai évoqué là. Et actuellement, David Wald, dont je dois vous dire qu'on avait essayé avec Véronique de l'inviter à cette réunion-là, pour qu'il puisse vous expliquer mieux que je ne peux le faire le principe de ce dépistage, ne pouvait pas venir, il s'en excuse, mais simplement il est à Miami pour faire ce même type de présentation. Donc c'est difficile d'être à 2 endroits en même temps. Voilà, mais ce principe-là est extrêmement intéressant, doit faire réfléchir les scientifiques, parce que il y a diverses manières d'aborder les choses, et quand on sait que les outils génétiques ont un prix qui va en décroissant, et en décroissant très largement, même s'il y a un débat sur le choix des puces qui permettent de faire les diagnostics, eh bien, ça peut permettre très probablement d'améliorer la qualité du dépistage et de la prise en charge. Alors, il y a encore d'autres types d'expériences. Alors là, j'ai la chance d'avoir dans la salle mes 2 collègues, dont l'un est quelque peu assoupi, mais que je vais réveiller à cette occasion-là, des Pays de Loire, le professeur Cariou qui va vous parler tout à l'heure, et le docteur Sophie Béliard, parce que là aussi, dans cette réflexion sur le dépistage en population générale, on peut envisager d'autres stratégies. Alors,
peut-être que vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais cette diapositive est quelque peu chargée, mais le principe général est là de s'adresser, en fait, je dirais, à tous les soignants qui, peu ou prou, ont la capacité d'être confrontés à un sujet hypercholestérolémique, qu'il s'agisse d'un biologiste dans son laboratoire qui va repérer un LDL à plus d'1,90 g, qu'il s'agisse du médecin traitant, et vous le savez, tous les médecins traitants ne sont pas forcément au même niveau de connaissance de la maladie et donc des principes de dépistage, des meilleures pratiques, des pharmaciens qui sont susceptibles de délivrer les traitements, et de s'adresser aux unions qui sont les représentantes de ces différentes et dignes corporations pour essayer de synchroniser des projets, en l'occurrence locaux régionaux, puisque le premier a débuté dans les Pays de Loire et a déjà quelques éléments de recul, et que le deuxième va débuter en PACA de manière imminente. Alors, je ne sais pas si vous voulez en dire peut-être 3 mots dans le principe, ou j'en reste à l'état de principe, car moi-même je ne suis pas participant de ces projets, c'était simplement pour vous citer ces démarches. Vous en parlerez après, au moment du registre, ou si vous avez des questions. Enfin, sachez en tout cas qu'il y a donc des expériences régionales spécifiques qui, là aussi, ne sont pas de l'ordre du dépistage en cascade, ni de l'ordre du dépistage par enfant, nourrisson, comme le proposent les Britanniques, et qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du dépistage. Et bien évidemment, on attend beaucoup des résultats de ces expériences-là, parce que l'objet, c'est d'améliorer la proportion de sujets dépistés. Je vous rappelle que nous, on en dépiste de 1 à 2%, alors que les Hollandais, on en dépisté plus de 70%. Donc on peut le faire, quand on veut le faire et qu'on se donne le moyen. Donc en conclusion, dépister l'hypercholestérolémie familiale, c'est un élément qui est essentiel d'abord et avant tout pour prévenir les conséquences cardiovasculaires de cette maladie redoutable. Vous l'avez vu, les modalités de dépistage sont discutées et on doit continuer à discuter. En France, nous privilégions le dépistage en cascade, mais d'autres modèles peuvent être proposés, ainsi que je l'ai évoqué, le dépistage en population générale sur des projets régionaux, ou le modèle britannique enfant-parent, sur lequel actuellement David Walt discute avec les autorités britanniques pour essayer d'élargir ces modalités de faire. J'ajouterai pour terminer que ceci débouche nécessairement sur la nécessité d'une sensibilisation beaucoup plus large du corps soignant, au sens large. Les médecins, bien évidemment, au premier chef les médecins généralistes, parce qu'on peut penser que les cardiologues ou les endocrinologues connaissent un petit peu mieux le sujet, mais il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas forcément très bien, mais aussi les gynécologues, pensons au bilan en particulier avant une contraception œstroprogestative, dans lequel le bilan lipidique doit être regardé de très près, les pédiatres, et puis toute une kyrielle d'autres soignants qui interviennent et qui ont été évoqués dans les projets locaux régionaux. Je vous remercie de votre attention.